Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons ensemble l'actualité, comme vous le savez, tous les jours, avec aujourd'hui François Monboise, président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour. Bonjour. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour à vous. Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour Patricia, Valérie. Vous êtes communicante. Et Thomas Porte, bonjour, conseiller politique, auteur du livre Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Faut-il de nouvelles mesures sanitaires? Un couvre-feu généralisé à 18h est envisagé. Faut-il reconfiner maintenant sans attendre? On parle, et oui encore, et toujours du Covid. Faut-il un passeport vaccinal? C'est ce que réclament certains médecins. Et puis on pourra reparler des GAFA, tout puissants. Est-ce qu'on leur accorde trop d'importance? Est-ce qu'ils sont effectivement tout puissants? On en parle avec vous. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Éric Verhaeghe, commençons avec vous. Oui, alors moi je voulais faire un coup de cœur à Aurélie Filippetti, une fois n'est pas coutume, oui. Puisqu'on découvre en lisant la presse, pour tous ceux qui suivent un peu l'affaire Duhamel et ses ramifications, on découvre qu'Aurélie Filippetti, en 2017, après l'enterrement de Evelyne Pizier, l'épouse d'Olivier Duhamel, a pris conscience qu'il y avait un problème probable d'inceste dans la famille Duhamel, et elle a mené une véritable enquête. Et donc elle ne s'est pas contentée de propager une rumeur, mais elle a réellement pris le taureau par les cornes, et elle a accepté, elle a en tout cas secoué le cocotier assez courageusement, quand on connaît la puissance des réseaux d'influence qui entourent Olivier Duhamel et son associé Jean Veil, le maître Veil. Elle a accepté de secouer le cocotier. Elle a notamment, avec des éléments extrêmement, en tout cas des éléments fournis, des éléments étayés, alerté la direction de Sciences Po qui n'a rien fait et qui a préféré se garder, respecter l'omerta. Oui, et se contenter de dire c'était une rumeur sans aller interroger la fille. Sauf que quand on lit l'histoire d'Aurélie Filippetti, on s'aperçoit qu'elle a réellement contacté des proches, bien sûr, qui lui ont confirmé les présomptions d'inceste de longue date. Rappelons quand même qu'en 2011, il y avait une information judiciaire qui a été abandonnée, puisque le fils Kouchner n'a pas voulu porter plainte, mais en 2011, la gendarmerie était détentrice d'informations sur l'existence de ces pratiques, en tout cas contestées. Donc je voudrais quand même souligner que face au poids de l'omerta dans les milieux de pouvoir parisiens, je trouve qu'Aurélie Filippetti a fait preuve de courage. Ça n'est pas courant et c'est tout à son honneur. Et je trouvais important de le dire parce que ce genre de geste de franc-tireur n'est pas assez répandu dans la cour du roi, la cour monarchiste dans laquelle nous évoluons, contre laquelle nous nous battons. Oui, c'est effectivement aussi, quand on lit, vous le dites dans la presse, le procès qu'on peut faire de ceux qui savaient, pas qui n'ont pas parlé parce que le fils de Bernard Kouchner ne voulait pas qu'il parle, mais qui ont quand même placé Olivier Duhamel dans la lumière, à savoir des émissions de télévision, des émissions de radio, et qui l'ont nommé à la tête du siècle, ce fameux dîner mondain, politico-médiatico, tout ce qu'on veut, par des gens qui le savaient. Et en fait, c'est cette lumière qui les perd, parce que c'est ce qui fait péter les plombs aux victimes, c'est ce qu'a dit Camille Kouchner, c'est le fait qu'il ait été nommé à la tête du siècle qui l'a rendu complètement dingue. Et ces gens n'ont aucune notion de la honte et se sentent impunis et intouchables. Oui, moi c'est ce que j'appelle le silence coupable. Il y a une sorte de complicité de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un certain milieu, on sait, mais on se tait, alors que ce sont des faits extrêmement graves. Il faut revenir quand même à la jeunesse de la chose. Ça peut perturber un enfant, l'enfant qu'il était, ou un préadolescent, à vie. Donc je pense que tous ces gens d'un certain milieu sont coupables de l'avoir nommé à certains postes, de l'avoir érigé en grand politologue, en quelqu'un de sachant,
donneur de leçons, comme on dit maintenant, et de donneur de leçons, effectivement. Alors, est-ce que ça fait partie de cette gauche caviar bien pensante? Je ne sais pas. Est-ce qu'à droite, les choses se seraient passées de la même façon? Je l'ignore. Il ne faut pas en faire une affaire politique. Mais pour moi, c'est une affaire de mœurs avec une complicité silencieuse qui, pour moi, est coupable. Oui. Vous voulez réagir, Thomas Porte? Oui, c'est ça qui est insupportable, au-delà de la gravité des faits qui sont sidérants quand on découvre ça, parce que moi j'ai découvert ça dans la presse, je suis comme beaucoup de gens. Mais c'est que des gens savaient et on continue à faire grandir les responsabilités de Duhamel, on continue à le mettre sur un piédestal alors qu'il savait ce qu'il avait fait. Moi j'ai entendu hier sur LCI les propos d'Alain Finkielkraut qui sont absolument insupportables, où il parle de consentement. En disant il a 14 ans, c'est pas un enfant, c'est un adolescent. Les propos de Finkielkraut sont absolument immondes. Donc c'est ça, c'est cette espèce de milieu de la bourgeoisie qui se protège entre elles et tout le monde savait, on fait comme si de rien n'était, on continue à avancer. Donc c'est terrible pour la personne qui a vécu ça, c'est terrible pour le silence qui a entouré ça, et heureusement qu'il y a eu ce livre qui permet de lever un voile sur ce qui s'est passé. On voit à quel point ça a été douloureux et difficile, et que lui-même ne souhaite pas être identifié. Elle a changé le nom de son frère. François Monboisse a un avis également? Oui, c'est une affaire assez épouvantable. Moi, je n'ai pas tout lu l'article du Monde, parce qu'au milieu, je me suis senti presque voyeur. Mais ce que j'ai lu qui m'a terrifié, c'est qu'à un moment, une défense, si je puis dire, ça a été de dire tout le monde fait ça. Et ça, c'est terrible. Dire comme défense, tout le monde fait ça. Ça pose la question de l'âge de la majorité sexuelle. Et je crois qu'il y a un gros débat en ce moment, parce que le gouvernement veut la mettre à 13 ans. Donc, mais le Conseil constitutionnel avait refusé. Ce que Françoise Laborde a souligné, c'est que Olivier Duhamel était conseil au Conseil constitutionnel. Donc on peut après faire des recoupements, etc. Mais oui, il y a une complicité des gens qui savent et qui ne disent, pas qui ne disent pas. Encore une fois, il faut respecter le silence des victimes, mais qui font grandir ces personnages et qui les mettent dans la lumière, parce qu'ils sont en général avides de notoriété et de lumière. Souvent. Allez, on passe au coup de gueule de François. François Monboisse, ça ne m'étonne pas de vous. Oui, c'est. Quand on vous suit sur Twitter. Et souvent sur le même sujet, parce qu'à chaque fois, moi je suis désolé, l'interview de Barbara Pompili hier à France Inter, où elle a quand même dit des choses fausses. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'on avait risqué une panne d'électricité ces derniers temps parce qu'on était trop dépendant d'une seule source, le nucléaire. Or, c'est exactement le contraire. On a vécu une semaine de calme, d'anticyclone, les éoliennes étaient à l'arrêt, il fait mauvais et donc les solaires ne marchaient pas. Et donc il n'y avait que les centrales à charbon, à gaz ou nucléaire. Donc c'est quand même embêtant d'avoir un ministre, parce que ce n'est pas la première fois qu'il répète cette chose qui est fausse. Alors, on parlera peut-être de la confiance dans les vaccins, mais à mon avis ça aide quand sur des sujets un peu scientifiques, on a un ministre qui dit des choses fausses et qui les répète fausses, et qui n'est pas challengé par le gouvernement. Et je trouve ça vraiment hallucinant. Parce que la réalité, c'est pas celle-là. Si on manque d'électricité, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de centrale pilotable. C'est-à-dire que le charbon tournait aux 3/4, et puis on a essayé de diminuer en France les centrales à gaz. Donc quand il n'y a ni vent ni soleil, il faut qu'on ait ce qu'on appelle du pilotable, c'est-à-dire une centrale qui obéit à l'homme et pas au vent ou au soleil. Et donc c'est exactement le contraire. C'est quand même hallucinant. Et on n'a pas manqué de courant finalement. Il n'y a pas eu de... Non, ça s'est bien passé. Non. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Thomas Porte et celui de Patricia Balme. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité, évidemment encore et toujours marquée par le Covid. Avec nous, François Monboisse, président de la Fédération européenne, président de la Fédération du commerce et de la vente à distance, Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Patricia Balme, communicante et présidente fondatrice de PBcom International, et Thomas Porte, conseiller politique. Votre livre Au cœur de la haine est paru aux éditions Arcane 17. Votre coup de gueule, alors évidemment on va parler du confinement, non-confinement, couvre-feu, variants, vaccins, tous ces sujets sont sur la table. Vous, c'est un coup de gueule qui n'a rien à voir? Non, qui n'a rien à voir, qui concerne la liberté et le pluralisme de la presse, puisqu'il y a quelques semaines on avait appris que le groupe Lagardère avait sollicité un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros au regard des difficultés qui traversent par la crise. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, s'il faut sauver des salariés de l'emploi, moi j'ai aucun souci là-dessus, c'est tout à fait normal. Mais on a appris hier que l'Humanité, lui, avait sollicité un prêt garanti par l'État de 2,3 millions d'euros qui avait été refusé
Donc ça interroge quand même sur ce qui se passe. Je crois qu'on a besoin dans une démocratie qui est quand même un système fragile, et les événements aux États-Unis viennent de le prouver, d'avoir un pluralisme de la presse, d'avoir une liberté d'idées et d'opinion dans les différents quotidiens. Et je crois qu'aujourd'hui, l'humanité fait face à des difficultés importantes, notamment avec la disparition de Prestalis, celui qui était chargé de mettre les journaux dans les marchands de presse, et 300 000 € supplémentaires par an pour l'humanité, qui est un petit journal qui vit de ses lecteurs, et le système de publicité est aussi déficient avec la crise. Donc je crois qu'on a besoin que l'État aide l'humanité, et voilà, si je dois lancer un appel, c'est qu'aujourd'hui ce prêt doit être garanti pour permettre la survie d'un journal, pour permettre aux journalistes qui font un travail formidable de continuer à servir cette mission d'information qui est essentielle. Mais qui vit de subventions quand même, l'humanité globalement. Oui, mais c'est aujourd'hui un des rares journaux qui n'a pas d'actionnaire et qui a une liberté et une ligne éditoriale qui n'est pas soumise à des intérêts financiers, il faut aussi le rappeler. Mais avec peu de lecteurs aussi. Pardon, Eric, vous vouliez réagir? Je voudrais juste ajouter un point, c'est qu'il faut préciser, puisque la présentation qui est faite est un peu raccourcie, que le groupe Lagardère, mais je suis d'accord sur le fait que c'est discutable. Le groupe Lagardère bénéficie de 465 millions d'euros pour éviter la fermeture des points relais dans les gares et les aéroports. Les 465 millions d'euros ne vont pas à la presse du groupe Lagardère. Mais je suis d'accord pour dire que c'est choquant. Mais précisons quand même qu'il y a un vrai sujet sur les aides à la presse. L'humanité ne vit que grâce aux subventions du contribuable, à qui on ne demande pas son avis. Et je pense que ça zombifie la presse. C'est-à-dire que plus on fait vivre des journaux qui n'intéressent plus les lecteurs parce qu'ils sont dépassés et périmés, plus on nourrit le complotisme, parce que plus les gens vont chercher ailleurs l'information que des journaux obsolète comme l'Humanité ne délivre pas. L'Humanité ne peut parler de communisme que parce qu'elle est aidée par les contribuables, y compris ceux de droite. Mais l'Humanité n'intéresse plus les lecteurs. Et pendant ce temps-là, les gens qui cherchent une presse intéressante, ils vont ailleurs que dans les journaux subventionnés, et souvent sur des sites complotistes. Donc moi, je pense qu'il faut supprimer toute forme de subvention à la presse, comme en Allemagne, et laisser les journaux se débrouiller, et seuls les bons journaux survivront. Oui, c'est vrai que est-ce que c'est un cas unique, la subvention des journaux en France? Très peu répandu. Non, avec France, Eric subventionne. Pardon, François. C'est celle qui a la presse la plus zombifiée. Pour la presse, tous les journaux papier sont en chute régulière. Parce que la presse est zombifiée par les aides publiques. C'est pas ça. C'est que les gens préfèrent lire la presse sur le numérique gratuitement sur Internet plutôt qu'acheter leur journaux. Ils préfèrent lire une presse intéressante. Oui, mais il y a plus de kiosques. Non, c'est indépendamment de ça. Non, indépendamment de ça. Ils le lisent sur Internet. Je pense que plus on est aidé, moins on est imaginatif. Non, mais c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui achetait Le Monde papier et qui maintenant le prend en numérique, Le Monde gagne beaucoup moins d'argent. Parce que la publicité sur le numérique rapporte beaucoup moins que la publicité papier. Et c'est un problème qu'ont tous les journaux, tous les quotidiens. Mais à l'étranger aussi, François. Alors, Thomas va vous répondre, puis après on va passer au coup de gueule de Patricia. Non, parce que je peux tout entendre, mais dire que l'humanité ne parle que de communisme et qu'il est obsolète, et je vous invite à lire le quotidien L'Humanité qui sort différentes enquêtes. Les journalistes font un travail, je crois qu'il faut respecter ce qu'ils font. Et il ne parle pas que de communisme, il est pas obsolète, et je veux respecter les gens qui lisent aujourd'hui l'Humanité. Je crois que ces propos, ils sont pas acceptables à l'égard de celles et ceux qui continuent de travailler pour ce journal. Mais on entend que c'est un titre, il faudrait pas qu'il soit récupéré ou racheté par des qui tombent dans des mains pas forcément très bienveillantes. Voilà. Patricia, c'est un coup de gueule. Ah oui, c'est un gros coup de gueule. Alors je vais essayer d'être précise parce que je ne suis pas médecin, hospitalier ni soignante. Voilà, mon coup de gueule est le suivant. Alors, des doses de vaccins sont bien arrivées, notamment au CHU de Nice. Le problème, c'est que les aiguilles qui ont été livrées et qui sont livrées, je rappelle, par Santé publique France, ces aiguilles ne sont pas adaptées au vaccin. Alors je m'explique très clairement. En fait, elles sont trop courtes pour administrer ce vaccin. Ce n'est pas un vaccin, comme l'a dit d'ailleurs Gilbert Deray, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ce n'est pas un vaccin que l'on fait en sous-cutané, où on pince la peau, on pique et il faut une aiguille très courte. Ce sont des vaccins intramusculaires. Et donc, pour faire un vaccin intramusculaire et pour arriver jusqu'au muscle, il faut des aiguilles plus longues. Alors, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parce qu'on s'est trompé. Qui ont ? C'est la Santé publique France qui livre les aiguilles.
et qui s'est trompé. Donc le personnel hospitalier est obligé de prendre ses propres aiguilles pour faire des intramusculaires. En fait, les aiguilles qui ont été livrées ne font que 16 mm au lieu de 25 mm. Ce que je veux dire par là, c'est juste un exemple frappant, criant, du manque d'organisation, du manque d'anticipation. Et j'écoutais ce matin sur votre antenne quelqu'un qui parlait d'Israël, où j'ai vu comment on a organisé cette vaccination. Ils ont même mis en place une application que vous recevez sur votre smartphone. Vous vous inscrivez, vous recevez la date et l'heure de votre rendez-vous pour la vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons rien anticipé. Et ce qui me peine, c'est qu'on a un Premier ministre et un ministre de la Santé qui interviennent sans arrêt, qui parlent. Et je pense qu'au lieu de parler, il ferait bien de mettre en place une logistique, une organisation. On n'a pas besoin tous les jours de nous dire où on en est nulle part. On est l'avant-dernier pays, je crois, en termes de vaccination. Donc c'est très grave. Et pire encore, le ministère a fourni un fascicule pour expliquer comment on se sert et on utilise ce vaccin. Il faut le secouer pour enlever des bulles, mais pas dans n'importe quel sens. Et en fait, ils se sont trompés aussi sur le vaccin en lui-même. Donc ça fait peur. Je ne comprends pas pourquoi des pays réussissent à organiser une vaccination, une stratégie, une organisation parfaite, et nous, on est les derniers de la classe. Donc une ça réaction, m'inquiète. Thomas Porte. C'est effectivement une faillite de la gestion de l'État. On savait que cet État était autoritaire. On sait aujourd'hui qu'il ne sait pas faire fonctionner les services de l'État. Vous parlez de logistique, mais Santé publique France, qui est chargée d'acheminer ce vaccin, il y a 7 salariés au service logistique de Santé publique France. Pour un pays comme la France. Donc et on va déléguer à des cabinets privés qu'on rémunère 2 millions d'euros selon les chiffres par mois, et on a un service public de la santé où on a 7 salariés sur le service logistique. Donc effectivement, c'est pas étonnant qu'avec si peu de moyens humains et financiers au cœur de l'État sur ce dispositif stratégique, on ait des incohérences qui peuvent mener au pire derrière, parce qu'on parle sur une question de santé publique. Donc c'est ça qui est alarmant. Mais surtout qu'on sait que si alors on les fait 7 le salariés vaccin... dont vous parlez, il faut préciser, ce sont les répartiteurs Pfizer. Sophie de Menton nous en a parlé, qui sont ceux qui attribuent effectivement les lots de vaccins et qui sont eux-mêmes totalement submergés et désespérés. Et ils ont envoyé une lettre apparemment au Premier ministre. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les médecins ont expliqué qu'en sous-cutané, ce vaccin est inefficace. Donc voilà. François Monboisse. Moi, je crois que c'est lié au fait qu'en France, on valorise la stratégie, on méprise l'exécution et l'organisation et la logistique. La phrase de De Gaulle, qui paraît-il ne l'a pas prononcée, mais enfin qui résume bien la France, c'est « l'intendance suivra », avec un peu de mépris. Vous vous souvenez de la phrase de Chirac aussi, qui avait voulu tacler Sarkozy un 14 juillet en disant « moi je décide, lui il exécute ». Il y a un mépris pour l'exécution qui est terrible. Quand on a vu le monsieur vaccin, je crois que c'est sur LCI il y a une semaine, dire avec un éclat de rire, vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste de l'organisation. Si, il faut que c'est uniquement de l'organisation et des détails, et c'est uniquement de la logistique. Et puis dans un domaine qui m'est propre, il y a des grandes campagnes l'an dernier de bashing des entrepôts logistiques, comme si c'était le dernier métier du monde. La logistique, c'est vraiment un truc, alors là, on ne regarde pas, c'est terrible. Non, c'est très important. Et pour ce vaccin, c'est uniquement de ça. On n'a pas besoin de stratège. Non, c'est la logistique qui ne suit pas. François, Eric, l'organisation. Moi qui suis aussi lecteur de Nice Matin, comme Patricia, je remarque par ailleurs que les directeurs d'EHPAD autour de Nice se plaignent du fait qu'ils n'ont reçu aucune consigne sur comment on va chercher le vaccin au centre de distribution. Mais il n'y a pas qu'à Nice. Il n'y a pas qu'à Nice. Il n'y a pas qu'à Nice, mais en tout cas, je prends cet exemple précis documenté où une directrice d'EHPAD explique qu'elle est allée acheter une glacière au Monoprix, en gros, et que personne ne lui avait dit, alors que le vaccin est très fragile et que ses conditions de transport sont extrêmement délicates. Personne ne lui avait dit dans la documentation épaisse fournie par le ministère, qui ne manque pas de moyens pour écrire de nombreuses pages inutile, personne ne lui avait dit comment transporter le vaccin du centre de vaccination jusqu'à son EHPAD. Et on risque de connaître de grandes désillusions, parce que si ça se trouve, dans cette espèce de bordel qui est la campagne de vaccination française, on risque d'avoir de la perte de stock, parce que ces points fondamentaux d'arrivée du vaccin jusqu'au lieu de livraison ne sont pas sécurisés.
et n'ont pas été détaillées ni pensées à l'avance par les stratèges parisiens qui ont conçu ça de très loin et qui ne s'occupent pas de savoir comment le soldat fait la guerre sur le champ de bataille. Allez, on va marquer une pause. D'abord, on va prendre notre gagnante. Vous savez que nous jouons toute la semaine sur Sud Radio avec monalbumphoto.fr. Vous pouvez gagner un magnifique calendrier, entre autres. Vous savez qu'il y a plein d'objets sur lesquels vous pouvez faire imprimer votre photo. C'est France qui a gagné. Bonjour France. Eh bien bonjour, quelle grande surprise. Bon, vous êtes contente? Vous avez l'habitude de gagner ou pas dans les... Non, je joue souvent, mais bon, il n'y a pas de réponse, mais c'est pas grave. Une fois, j'avais gagné, mais j'ai pas décroché parce que j'ai bu appel masqué. Et je me suis très méfiante. Oui, parce que vous appelez, on vous rappelle, effectivement. Oui, voilà, et donc, 150 € pour des livres photos personnalisés. Vous savez ce que vous allez mettre en photo? Oh, j'ai beaucoup de paysages, beaucoup de photos prises à l'étranger, en Afrique, etc. Ah bah, c'est superbe. Des belles photos. Des photos de sauvages, mais des vrais sauvages, des bons sauvages. Bon, bah écoutez, des animaux, j'imagine que vous avez fait beaucoup de photos dans la savane, et donc je pense que ça rendra très très bien. Donc 150 € de bons d'achat pour monalbumphoto.fr. C'est offert par Sud Radio et Mon Album Photo. Merci à vous France. C'est mignon, c'est adorable. Je vous embrasse très fort. On vous embrasse et merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir France. Voilà, allez, nous on se retrouve dans un instant, on va continuer à parler du Covid et puis j'ai une bonne nouvelle, vous allez voir, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors je vous ai dit que j'avais une bonne nouvelle et la bonne nouvelle, figurez-vous, c'est qu'on vaccine à l'IHU de Marseille. C'est-à-dire que le professeur Raoult qui il y a en novembre 2020, c'était pas si vieux, disait « J'ai dit que le vaccin relevait de la science-fiction, non mais franchement, qui peut croire une chose pareille? Où sont les études sur ces vaccins? Parce que je cherche, j'ai rien trouvé, c'est pas sérieux. Certains vont devenir milliardaire avec cette connerie. Et écoutez, hier, on a appris que l'IHU Méditerranée vaccinait. Donc visiblement, le professeur Raoult a changé d'idée. C'était pour vous, Éric Vérac, puisqu'on s'est taquiné sur le sujet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais remarquer, Valérie, que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Oui, quand on a été aussi virulent, quand on dit que c'est du pognon, que ce virus n'a pas, que ce vaccin n'a pas de sens et que finalement, c'est un peu compliqué quand même, non? Il s'est trompé sur certaines choses, mais sur le plaquenil, il ne s'est pas trompé. Si. Mais non, Valérie, on ne sera pas d'accord. Bon, on ne sera pas d'accord sur le sujet. Mais tous les pays. Ça va être la bagarre. Oui, ça va être la bagarre. Mais en tout cas, je voulais juste noter, vous faire un clin d'œil. Ça tombe bien, le Facebook ne marche pas aujourd'hui de Sud Radio. Donc, les auditeurs. Il a été supprimé comme pour Trump. Voilà, et nous avons été censurés. Non, il y a une mise à jour de Facebook et de WhatsApp aujourd'hui. Et donc, les logiciels de la radio, et toutes les radios sont dans ce cas, ne fonctionnent pas. Je vous pose la question, je vous prends peut-être de court, François Monboisse, mais comme vous êtes spécialiste des nouvelles technologies, il se passe quoi avec WhatsApp? Parce que ma maman m'a envoyé un mot très inquiet ce matin en me disant il se passe un truc. C'est quoi ces mises à jour? Donc Facebook a dit qu'il partagerait les données de WhatsApp avec celles de Facebook, sans laisser le choix aux gens de le faire ou pas. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui quittent WhatsApp en ce moment pour aller sur d'autres réseaux. Mais parce que c'est moins sûr ou pas? Ce n'est pas une question de sûreté, c'est que la société Facebook possède Facebook et WhatsApp et Instagram, et a intérêt à mélanger les données des trois sites. Ouais, donc c'est quand même... Il y a des gens qui n'ont pas envie et donc qui quittent WhatsApp. Ça fait peur tout ça quand même. Hein. Oui, si vous voulez, on peut commencer par parler des GAFAM et de ce qui s'est passé aux États-Unis. François, vous en pensez quoi? Donc la fermeture du compte de Donald Trump, de certains opposants ougandais aussi qui ont vu leur compte fermé. C'est ça qui est gênant, c'est que c'est Facebook qui décide, enfin c'est même pas Facebook, c'est Mark Zuckerberg, je crois, qui décide tout seul de fermer les comptes de gens qui ne lui plaisent pas. Donc là, je pense que beaucoup de gens, enfin en tout cas moi j'étais content que Trump ne puisse plus inciter ses militants à aller envahir le Capitole. Mais à long terme, d'abord c'est quand même un peu bizarre. Facebook et Twitter ont profité, je dirais, de Trump pendant 4 ans moins 1 mois, et le dernier mois, quand les démocrates arrivent au pouvoir, ils ferment le compte de Trump. Mais à terme, il ne faut pas que ce soit Facebook seul ou Twitter seul qui décide de fermer le compte de qui il veut.
Il faut quand même qu'on arrive à trouver un moyen d'avoir un peu de démocratie là-dessus. Et puis ce 2 poids 2 mesures, où certains comptes antisémites, racistes, Khomeini, entre autres. Oui, Patricia. Oui, moi j'allais parler justement de Khamenei, et d'autres dictateurs de la planète, qui sont quand même des gens dangereux dans leurs propos. Pourquoi on ne ferme pas les comptes? Alors, effectivement, maintenant, il faut savoir quelle va être la position de Twitter. Est-ce que c'est un éditeur ? Est-ce que c'est un faiseur de roi ? C'est compliqué parce que Twitter, c'est une plateforme d'expression privée qui est devenue publique, bien sûr, mais comment on va régir les gens qui sont sur Twitter ? Pourquoi bloquer certains comptes et pas d'autres ? Et c'est vrai que Trump, qu'on soit d'accord ou pas, a fait la promotion de Twitter avec 88 millions d'abonnés, je crois, ce qui est colossal. Donc, comme vous disiez, Valérie, c'est 2 poids 2 mesures. Il faut que Twitter, maintenant, ait une vraie politique, ou une politique éditoriale, ou une politique de faiseur de roi. Mais là, on attend peut-être, d'ailleurs, que Zuckerberg s'exprime sur le sujet. Dire. Parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas supprimer des comptes et pas d'autres. Et pourquoi certains et pas d'autres ? C'est un peu complexe. Oui, parce que il a enfreint les lois de Twitter. Il y a beaucoup de gens qui enfreignent ces lois. Exactement. Et je terminerai quand même sur une chose. Et la question s'était posée aussi pour Amazon. Pourquoi il n'y aurait pas un Twitter à la française ? Pourquoi quelqu'un ne créerait pas une telle plateforme ou une autre plateforme dans le monde pour concurrencer Twitter ? Xavier nous dit, on est obligé d'accepter que nos données passent de WhatsApp à Facebook sous peine de ne plus pouvoir utiliser WhatsApp. Effectivement, beaucoup de gens partent à Signal pour qu'ils ne récupèrent pas les données personnelles. Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, juste pour revenir là-dessus ? C'est comme vous voulez. Moi, je pense que la plupart du temps, les données personnelles des gens... Elles sont déjà là, bien sûr. C'est les photos des petits-enfants, les choses comme ça. On n'a pas de... Sur le sujet dont Patricia parlait, le point, c'est que les GAFA se battent depuis 20 ans maintenant avec succès pour défendre un statut d'hébergeur où ils sont irresponsables des propos qui sont tenus sur leur site. Et c'est une grosse négociation. La directive n'a pas été modifiée à Bruxelles grâce au lobbying des GAFA. Et donc, alors il y a eu des entorses à ça. Vous vous souvenez, c'était Yahoo qui avait vendu des objets nazis. Donc il y a des petites entorses, mais les GAFA essaient de maintenir leur position. Et on n'est pas responsable des contenus, on n'est pas un journal. On n'a pas un directeur de la publication qui va en tôle. Vous, Valérie, s'il y a des propos injurieux qui sont prononcés dans l'heure qui vient, c'est vous qui êtes responsable des Sud Radio. Là, avec ce qu'ils font pour Trump, ils vont être obligés d'engager le débat, parce qu'ils prouvent effectivement qu'ils ne sont pas neutres. C'est pour ça qu'ils essayent quand même de dire que Trump a été mis dehors parce qu'il a enfreint les conditions générales d'utilisation du service. Mais comme vous l'avez bien dit, il y a des milliers de gens qui l'enfreignent. Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est en contradiction avec on n'est pas responsable des contenus. À partir du moment où ils décident de censurer un compte, c'est qu'ils sont responsables des contenus. Thomas je crois qu'il y a quand même une certaine forme aussi d'opportunisme, parce que vous l'avez rappelé, Donald Trump, depuis qu'il est président des États-Unis, il y a une majorité de ses tweets qui ont enfreint un certain nombre de règles. Et notamment à l'époque, il avait tenu des propos racistes sur des élus femmes démocrates, notamment Alexandra Ocasio-Cortez, en invitant à retourner à leur pays d'origine. Et Twitter s'était bien gardé de supprimer à la fois le tweet de Donald Trump et de signaler ce compte-là. Donc je crois que c'est aussi... ça part avec le sens du vent. Il y a aussi ça. Depuis 4 ans, ils se sont servis de lui pour faire la promotion de Twitter. Et aujourd'hui, comme il est balayé par l'électorat, on dit on le sanctionne. Mais ça pose aussi la question quand même des GAFAM qui peuvent interdire ou non à une personne de parler, et ça pose derrière la régulation publique qu'on peut mettre sur ces outils-là, parce que c'est quand même pas normal aujourd'hui que ce soit des GAFAM qui décident de telle ou telle personne puisse s'exprimer. Ça interroge, ça amène à revoir un modèle, et notamment sur la question des monopoles, vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, ces GAFAM, elles sont en position de force parce que ce sont des monopoles, et on est obligé quelque part de passer par elles pour s'exprimer. On n'est pas obligé, mais aujourd'hui, tous les politiques ont investi ce réseau-là, par exemple Twitter, et s'expriment là-dessus. Vous avez des articles de presse où les journalistes vont directement sur Twitter chercher les informations qu'ont dit les politiques, donc elles ont une espèce de pouvoir sur ces gens-là. Donc il faut repenser aussi ce modèle-là. Ils sont devenus quasiment incontournables aujourd'hui. Une précision, c'est Jack Dorsey qui est le président de Twitter et non pas Mark Zuckerberg qui lui est le président de Facebook. Exact. Et quelle est la différence C'est parce que les consommateurs ont intérêt au monopole.
C'est-à-dire que s'il y avait 10 Facebook différents, vous ne sauriez plus où trouver vos amis. Alors que là, si vous cherchez un ami que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, vous allez sur Facebook, vous savez que vous avez 95% de chances de le trouver. En fait, c'est un peu comme, souvenez-vous, quand il y avait les cassettes Betamax, etc., on ne savait pas quel format. Il y a des choses où les gens ont envie qu'il y ait un monopole. Quand vous envoyez un tableau à quelqu'un, c'est un tableau Excel. Vous vous souvenez d'un temps où il y avait Lotus Notes, c'était tout un bazar, vous ne saviez pas ouvrir le tableau, ça ne marchait pas, etc. Absolument. Maintenant, tout le monde a Excel et c'est pratique. Et là, Facebook, c'est comme un énorme café où vous savez que vous allez trouver vos amis. Et donc, s'il y a 10 cafés différents, où il y a un ami dans l'un, un ami dans l'autre, c'est moins pratique. Donc, c'est pour ça que tout le monde aime sur Facebook. C'est malheureux, mais le monopole, les consommateurs tirent avantage du monopole. Ils sont devenus incontournables. C'est-à-dire qu'on a... Alors, Éric Vérague, on ne vous a pas entendu. Oui, parce que d'abord, il faut préciser que dans cette affaire Trump, la violation des libertés, puisqu'il s'agit d'une violation des libertés d'expression, elle va plus loin que Twitter et Facebook, puisque en réalité, il existe un réseau social alternatif qui s'appelle Parler. Et Amazon, hébergé sur ses serveurs, Parler, et Amazon a refusé, enfin a retiré l'hébergement, a sorti de ses serveurs le réseau Parler, le considérant comme trop favorable à Trump. Donc ça signifie aujourd'hui qu'on n'est pas seulement sur une question de réseau qui serait responsable des contenus. On est sur la décision des GAFAM de faire la guerre, donc y compris sur des hébergeurs, c'est-à-dire, comme disait François, des questions de cassette Betamax, c'était une norme. Un hébergeur, c'est quelqu'un qui prête de la mémoire à des sites, donc qui n'intervient pas sur les contenus. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gens-là décident de qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer. Je pense que j'ai entendu un de vos collègues, vos confrères, qui est Thomas Legrand sur France Inter, dire que finalement, c'était pas si choquant que ça. Je pense que tous les donneurs de leçons, y compris à gauche, qui aujourd'hui sont en train de dire « Ah, puisque c'est Trump, on a le droit de le faire taire, puisque la liberté, c'est pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne pensent pas comme nous », je pense que c'est une grave erreur vis-à-vis de la démocratie que de ne pas se montrer intolérant vis-à-vis de l'intolérance. Sur le fond, je pense que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est la mise en application à notre insu de la loi Avia, puisque souvenez-vous que la lutte contre les contenus haineux, elle proposait de faire reposer sur les hébergeurs et sur les éditeurs, comme les réseaux sociaux, la responsabilité de retirer les contenus sous peine de sanctions pénales. Voilà ce que ça donne. C'est la porte ouverte à la dictature. Alors on y revient. On va parler de la dictature. Alors avec vous, dans un instant, ça fait du bien de parler d'un petit peu autre chose que du Covid. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité jusqu'à midi avec François Monboise, président de la Fédération du commerce, du e-commerce et de la vente à distance, Éric Vérague, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, et Thomas Porte, conseiller politique. Vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Donc reprenons ce que disait Éric Vérague, peut-être pour rester un petit peu sur les GAFAM. Vous dites que c'est non seulement un danger pour la démocratie, mais le début de la dictature. Comment est-ce que François Monboise, vous réagissez à ça ? Non, c'est excessif peut-être dans la forme, mais dans le fond, c'est vrai. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Angela Merkel, qui a dit attendez, c'est dangereux. En gros, c'est Mark Zuckerberg qui décide tout seul, comme vous l'avez dit, de faire taire des opposants ougandais. Donc il a choisi un camp dans l'élection ougandaise qui a lieu dans quelques jours, je ne sais pas lequel. C'est très grave. Vous qui êtes communicante, Patricia Balme, ça vous inquiète aussi ? Oui, d'abord, moi j'ai toujours été pour la liberté d'expression. Alors si effectivement il n'y a plus de liberté d'expression et qu'il décide d'interdire à Donald Trump de poster des tweets, pourquoi à ce moment-là on privilégie l'opposition ougandaise ? Et pourquoi pas l'opposition russe ou autre ? Donc je pense qu'il faut une cohérence dans la communication d'une plateforme. Et là, il y a une absence de cohérence, il y a un désordre qui est même incompréhensible. Donc, il faut revenir aux fondamentaux, à mon avis, de cette plateforme qui était Twitter, c'est-à-dire tout le monde peut s'exprimer, chacun peut bloquer,
parce qu'il faut le rappeler quand même, que chacun peut bloquer un contenu haineux ou en tout cas le signaler. Mais la plateforme en elle-même ne peut pas bloquer des expressions plutôt qu'une autre. Donc la cohérence, il faut une cohérence. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de gestion dans cette cohérence. Est-ce qu'il peut y en avoir une ? Est-ce qu'il peut y avoir une gestion ? On a bien vu en France que c'est compliqué, que parfois il y a des raids qui sont menés sur certains comptes. Oui, mais Valérie, ça avec des communautés qui... Ça s'appelle une ligne éditoriale à ce moment-là. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, la loi, tout simplement la loi. Quand je reprends cet exemple de Zined El Razoui ou de Zora Bitton qui ont été harcelés par le patron de Baraka City et que Twitter a laissé déverser des informations privées, il y a une infraction à la loi. Donc, et le compte n'a pas été suspendu. Bien sûr, donc ça fait aussi partie d'un contenu éditorial. Oui, si Twitter devient éditeur, à ce moment, il est comme Sud Radio, comme France 24 ou d'autres. Oui. Thomas ? Oui, mais je crois qu'il faudra une réponse politique. Et il y a un projet qui a été déposé au Parlement européen qui s'appelle le Digital Act Service, qui a été déposé par Thierry Breton, qui propose d'encadrer la responsabilité des plateformes et de contrôler tous les discours qui circulent là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a un danger quand même derrière pour la liberté d'expression. On ne peut pas aujourd'hui accepter que ce soit les algorithmes des plateformes et un patron de GAFAM qui, seul dans son bureau, décide de qui peut s'exprimer ou qui doit s'exprimer. On est tous scandalisés par les propos de Trump comme par d'autres personnes, mais il doit y avoir un contrôle démocratique, un contrôle public, des règles qui obéissent sur le même niveau pour les uns et les autres. Il ne doit pas y avoir 2 poids, 2 mesures selon qui s'exprime. C'est aussi ça les enjeux qu'il y a derrière. Absolument. Eric ? On peut contrôler ou pas ? Je trouve que le contrôle, il existe par exemple au Vietnam. Amnesty International a dénoncé Facebook pour avoir, à la demande du gouvernement vietnamien, retiré un certain nombre de contenus qui étaient jugés d'opposition. Donc moi, je ne peux qu'insister, si vous voulez, mais j'entends bien que c'est accès d'excès. Je suis toujours étonné quand on dit qu'on peut être excessif en matière de liberté. Mais je retiens que plus on demandera aux États d'encadrer le contenu des plateformes, et plus il y aura de censure, et moins il y aura de liberté. Bah oui, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on le voit bien, les gens qui ne sont pas contents de WhatsApp, ils passent sur Signal. Ce qui garantit la liberté d'expression, c'est la concurrence des réseaux. La libre concurrence, la concurrence libre et parfaite des réseaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont en position dominante. Oui, mais il faut qu'on y applique la loi antitrust. C'est-à-dire qu'on démantèle les réseaux qui sont en position dominante et qu'on garantisse la concurrence entre réseaux. Sur Facebook, il y a eu un effet d'entraînement grâce au marché américain, mais il y a d'autres réseaux identiques à Facebook, Beacon par exemple, qui existent et qui pourraient tout à fait garantir un pluralisme de l'information. Ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est qu'on confonde dans une même structure le rôle d'hébergeur, parfois, le rôle d'organisateur de réseau et le rôle d'éditeur. Et je pense qu'il faut démanteler, il faut en tout cas isoler chacune de ces fonctions, garantir la neutralité dans l'exercice de ces fonctions et garantir une concurrence entre les acteurs pour éviter des décisions liberticides. Pour prendre un exemple concret, quand Donald Trump a su qu'on supprimait son compte Twitter définitivement, il a dit « je m'exprimerai ailleurs ». Et quelque chose, et mon instinct me dit, qu'ils sont en train certainement de préparer une autre plateforme, parce que quand on sait que quelqu'un qui a 88 millions d'abonnés s'en va, ben les 88 millions d'abonnés vont vouloir se retrouver, ou retrouver leur héros, entre guillemets, sur une autre plateforme. Donc je suis persuadé que dans quelques temps, et après le 20 janvier en particulier, il y aura une autre plateforme qui sortira. Mais il faut un hébergeur. Mais bien sûr. Il faut une structure d'hébergement qui est très coûteuse si on le fait soi-même. C'est pour ça que Parler a demandé à Amazon, enfin acheter la prestation d'hébergement à Amazon pour pouvoir exister, parce qu'il faut des capacités colossales. Donc moi, je recommande à titre personnel le réseau Telegram qui a des structures d'hébergement décentralisées. Donc on ne sait jamais, lorsqu'il y a une conversation sur Telegram, quel est le serveur qui héberge cette conversation. Mais derrière, il faut comprendre qu'il y a un problème d'infrastructure technique qui est extrêmement coûteuse et que c'est un sujet à résoudre aujourd'hui. Les investissements à faire pour permettre l'exercice de la concurrence sont extrêmement importants et donc ça suppose qu'il y ait d'une façon ou d'une autre une garantie accordée à la liberté du marché pour éviter la prise de contrôle par tout ou tel acteur, qu'il soit public ou privé. Le monopole public ou privé reste toujours un monopole, il est toujours dangereux pour la liberté. Précision, effectivement, je vois sur Internet que c'est le compte de Real Donald Trump qui a été désactivé et non pas celui de POTUS, donc président
des États-Unis, ce qui est différent. Il n'y a pas de censure de la voie présidentielle, mais bien de l'individu Donald Trump. Ça change pas, ça change sa nuance, mais oui, François. Ce qui est compliqué, on l'a pas dit encore, c'est que tous ces services sont gratuits. Donc, il faut, pour rentabiliser tous ces Facebook, Twitter, etc., avoir une masse telle qu'on pèse vis-à-vis des annonceurs. C'est pour ça que ça freine un peu la concurrence, parce que tant que c'est gratuit, lancé, comme l'a dit Eric, il faut beaucoup de serveurs. Comme Facebook, c'est quand même un service formidable. Vous pouvez mettre gratuitement des photos, des vidéos, les envoyer à qui vous voulez, etc. Enfin, c'est gratuit sans être gratuit, quoi. C'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, mais les consommateurs ne payent pas. Oui, on ne paye pas, vous avez raison. L'entreprise Facebook trouve de l'argent ailleurs. Et c'est ça qui limite un peu la concurrence, c'est qu'elle est lancée un Facebook français, il faut des sous. Mais bon, je vois nos auditeurs qui ne comprennent pas effectivement, Xavier qui nous dit « J'ai encore 7 jours de bannissement sur une punition infligée par Facebook pour avoir commenté le fait que les Français complotistes étaient débiles face au virus. Aucun moyen de dialoguer avec un modérateur. 1 mois, vous vous rendez compte, par contre, les comptes complotistes appelant au djihad ne sont pas bloqués. » Oui, ils ont quelques mots-clés et c'est avec des moteurs qui repèrent un mot ou une image. S'il y a la peau nue sur Facebook, boum, vous êtes banni. Et après, pour revenir, c'est très compliqué. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant et on va parler du Covid. Est-ce qu'il faut reconfiner? Le gouvernement dit que ce n'est pas la première solution envisagée. Ce couvre-feu à 18h, certains sont assez sceptiques. On va en parler avec vous dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio. Pardon, j'étais en train de lire un message. Révélateur, hein. Ça, c'est révélateur. Voilà. C'est ce qui se passe en studio. Je vais prendre la place de Brigitte Lay, voilà. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Faut-il de nouvelles mesures sanitaires, un couvre-feu généralisé à 18h et puis cette idée d'un passeport sanitaire qui refait surface. Y êtes-vous favorable? Il y a 3 scénarios en tout cas possibles en ce qui concerne le reconfinement. Demain, il y a un nouveau conseil de défense. Les 3 scénarios, c'est un reconfinement par région ou partiel, par exemple le week-end. Il y a un couvre-feu à 18h qui est également envisagé, élargi à la totalité du territoire, et un couvre-feu et un reconfinement total, mais visiblement c'est la dernière mesure envisagée par le gouvernement, contrairement à ce que réclament certains médecins. C'est-à-dire qu'on sait que ce variant anglais est sur le territoire. Imaginez qu'on va le circonscrire à uniquement Marseille ou les clusters, c'est un peu utopique. Je ne sais pas, Patricia. Alors, moi j'ai entendu un maire qui expliquait qu'en fait ce couvre-feu à 18h était une imbécilité pour la bonne raison que les gens se précipitent dans les magasins pour faire leurs courses et pour rentrer chez eux rapidement et que finalement c'est encore plus encombré, il n'y a plus de gestes barrières, donc ce couvre-feu à 18h ou à 20h, c'est même plus un sujet, ça ne sert à rien. Ouais. En ce qui concerne le reconfinement, là il y a aussi 2 poids 2 mesures. Ou bien on fait un vrai confinement, c'est-à-dire comme dans certains pays où on ne sort plus de chez soi, sauf à peine 1 heure par jour et encore pour faire ses achats et ses achats de première nécessité, de la nourriture. Ou bien si c'est encore un faux confinement, ça ne sert à rien. Donc là encore, cela relève de l'organisation et de la psychologie des gens, c'est-à-dire la psychologie du gouvernement pour comprendre les usagers, pour comprendre les Français, pour comprendre leur vie quotidienne. Et là, on n'a même pas parlé de cette dimension humaine dans le premier confinement, ni dans le second, et dans le troisième, ça n'arrivera pas non plus. Ce matin, Éric Ciotti appelait à des mesures beaucoup plus dures et coercitives aux frontières en matière d'isolement pour les voyageurs positifs. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le choix de la France de ne pas contrôler, de ne pas demander de tests, même si c'est pas l'alpha et l'oméga de la protection, de tests PCR. Il n'y a pas de réciprocité avec l'Espagne, avec l'Italie, qui demandent des tests PCR. Pardon, François Monboisse, sur ces mesures sanitaires envisagées par le gouvernement, vous en pensez quoi ? J'ai lu la même chose sur les maires très sceptiques sur le couvre-feu à 18h. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement est inquiet, il cherche à faire quelque chose et il ne sait pas trop quoi faire. Parce que on a quand même changé d'indicateur depuis maintenant presque 1 an, très souvent. Avant, on nous disait qu'il fallait regarder juste 2 chiffres, c'était le nombre d'admissions dans les urgences, etc. Maintenant, après, on en était sur le R, on nous disait qu'il fallait regarder le R. Après, maintenant, c'est les eaux usées. Hier, moi, j'ai vu des graphes à la télé sur le pourcentage d'augmentation des virus dans les eaux usées.
Donc on ne sait pas trop comment faire, et c'est logique, parce que c'est compliqué. Moi, je crois que la priorité, c'est d'éviter un reconfinement, parce qu'on vit quand même une époque un peu zombie, où tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des faillites et du chômage partout. Il n'y en a pas encore, parce qu'il y a des béquilles absolument partout, mais qui vont tomber. Donc il faut absolument essayer de garder l'économie qui marche le plus possible. Et c'est pour ça que les écoles, je pense qu'il faut essayer de garder le plus possible les écoles qui tournent aussi. Sauf que certains disent que ce sont des clusters en puissance. On le dit depuis un an, ça. Donc, sauf que mon exemple l'exemple que je veux vous donner n'a pas valeur évidemment de vérité universelle, mais j'ai plusieurs amis qui ont été contaminés par leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas été touchés, mais la maîtresse elle-même était contaminée, elle est allée à l'école et ses enfants de CP ont tous transmis à leurs parents, c'est-à-dire que toute la classe, donc il y a quand même un lien qui est assez net, et on a du mal là aussi à se faire une idée précise. Oui, mais alors Valérie, pardon, et François, je rejoins ce que vous dites, il faut absolument peut-être changer de politique de vaccination, parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'on va vacciner en priorité les gens dans les EHPAD, mais est-ce que les gens dans les EHPAD sont plus dangereux en termes de contamination que des jeunes, et des jeunes qui se réunissent, et on l'a vu, dans des bars en pleine rue, ou des enfants qui vont à l'école qui contaminent leurs parents. Est-ce qu'il ne faut pas changer de braquet quant à la politique de vaccination en fonction de l'âge ? Et je me demande si les personnes vivant, les personnes âgées dans les EHPAD sont des personnes dangereuses en termes de contamination. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un gouvernement qui se veut conscient des sujets doit peut-être changer de politique, et après tout on a le droit de se tromper, on a le droit de revoir les choses différemment. Je vois le tweet d'un médecin qui dit: on est submergé d'appels de patients qui veulent se faire vacciner, plus de 75 ans, 20 accords directs en consultation depuis hier chez les plus de 75 ans, on prend les dispositions pour notre planning, mais il va falloir que ça devienne vraiment concret. Olivier Véran, ça veut dire qu'ils n'ont pas les vaccins. Ça veut dire que ces gens qui sont Thomas Porte sur ce que disait parce que je pense que couvre-feu, confinement, différentes mesures, je crois qu'il faut poser là, ce qui pose question, c'est la vaccination massive, et quand est-ce qu'on va arriver à avoir une vaccination massive à l'échelle du pays. Effectivement, vous avez évoqué la question des écoles. Je crois qu'il y a un papier dans le Parisien hier ou avant-hier, absolument, sur les cantines, qui dit comment les enfants sont contaminés. On sait que d'après les études, la nouvelle souche, la nouvelle variante, elle contamine massivement les enfants. Mais on a aussi des études qui disent que par exemple en Seine-Saint-Denis, sur une année en temps normal, sur une période scolaire, sur la vie d'un enfant, il perd une année du manque de professeurs. Donc si on ferme les écoles dans ce département-là, on a aussi une génération qui va être aussi sacrifiée. Donc je crois que face à la complexité de la situation et son évolution, il faut être quand même très attentif, il faut avoir un regard et attendre les évolutions, mais c'est difficile. Mais je crois que c'est quand même la stratégie erratique du gouvernement qui pose question, c'est ça derrière. Je crois que depuis le début de la pandémie, la politique publique de santé dans ce pays, elle a été un échec. On en a parlé ici des tests et des masques, ça a été un fiasco. On est revenu sur les vaccins, aujourd'hui ça ne marche pas. On a les hôpitaux publics qui sont dans un état catastrophique, donc il faudra poser la question aux sorties de cette crise, qu'est-ce qu'une politique publique de santé dans ce pays ? C'est ça aujourd'hui qui est au cœur de la cible, parce que les vaccins, on est la risée du monde quand même. On est le dernier ou l'avant-dernier pays où on est vacciné, où on n'arrive pas aujourd'hui à avoir une stratégie, à dire quand est-ce qu'on va être vacciné. Je finis là-dessus. Jean-Michel Blanquer disait les professeurs, on va les vacciner en janvier. Puis après il a dit ou février ou mars. Puis finalement il dit premier semestre, donc c'est juin avant les vacances scolaires. Donc voilà aujourd'hui où on en est du gouvernement. Donc il faut avoir une stratégie de vaccination à grande échelle qui est à mon avis une des portes sorties quasi uniques pour vivre correctement dans cette période difficile qu'on traverse. Éric Verhaeghe. Oui, je regardais ce matin les chiffres de Santé publique France. Alors, ce qui est frappant, c'est que c'est vrai, je pense qu'il y a une vraie contamination, il y a une effervescence du virus, il y a beaucoup plus de gens contaminés, a priori, mais depuis 15 jours, les chiffres d'admission à l'hôpital et d'admission en réanimation n'ont pratiquement pas varié. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a plus de gens contaminés qu'il y a plus de gens qui développent des formes graves. Et je pense qu'il faut d'abord rassurer les gens en leur disant, mais en réalité, s'il y a une explosion de la contamination, il n'y a pas une explosion des formes graves. Et je pense qu'en même temps, ça va rendre très compliqué
le recours au confinement. C'est-à-dire qu'il va être difficile d'expliquer qu'on a 2500 personnes en réanimation pour une capacité d'accueil de 15 000 lits, mais qu'on recourt au confinement pour limiter les dégâts. Je ne suis pas sûr que les Français soient encore en position d'accepter un 3e confinement. Personnellement, j'y crois d'autant moins. Moi, je pense l'inverse aussi. Je pense qu'ils sont exaspérés par la lenteur de la vaccination, qui vient d'être redite, et personne ne comprend comment, après nous avoir expliqué que le vaccin est la solution miracle, on traîne autant à vacciner les gens, et on leur dit, finalement, on va vous reconfiner parce que on prend le temps de vous vacciner et on n'est pas pressé de le faire. Je pense que politiquement, chez les personnes à risque, ça risque d'être accepté, mais je pense que dans les jeunes générations, cette stratégie du confinement va mal se finir parce que moi, personnellement, je ne rencontre que très peu de gens qui ont respecté les mesures de semi-confinement imposées depuis début décembre. Moi, l'inverse. Moi, l'inverse. Je pense que je ne suis pas le seul. Moi, l'inverse. Oui, mais je pense qu'il y a une fracture aujourd'hui, Valérie. Il y a une fracture entre ceux qui adhèrent à la politique et ceux qui, à mon avis, forment une bonne majorité. Je vais vous poser. Vivent à côté et le subissent. Je vais vous raconter. J'ai posé la question en allant faire le marché à un jeune homme qui vend des poulets, un jeune homme qui a 25 ans, et il m'a dit vivement qu'on en sorte parce que moi, le 31 décembre, à 3 dans mon appart, ça me gonfle. Et c'est un jeune qui fait les marchés, qui a son masque, qui respecte ces mesures. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui respectaient ces mesures. Et c'est au-delà du politique. Enfin, je ne sais pas. Après, ce qu'on dit sont nos expériences personnelles, mais j'ai le sentiment, moi, quand on voit les témoignages des médecins qui disent que les plus de 75 ans veulent se faire vacciner, il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose qui aille dans ce sens. François Monboise. Les retraités les plus de 75 ans, enfin, j'y suis, ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont 0 impact sur le salaire. Oui. Non, mais c'est ce que me dit un auditeur. Il me dit votre intervenante qui souhaite un confinement strict, je lui propose de prendre en charge mon salaire à ses frais. Exactement. Les indépendants, c'est dramatique. Les étudiants, enfin, il y a eu un suicide là, mais au-delà du suicide, je ne sais pas si vous avez entendu, je trouve terrible. Les personnes qui étaient avec l'étudiant qui s'est suicidé à Lyon disent qu'ils ont reçu 120 mails spontanés de gens qui disent, d'autres étudiants qui disent, moi aussi, je suis au bord du suicide. Les étudiants, c'est terrible. Enfin, ils arrivent dans une ville nouvelle, ils rencontrent personne. Donc il y a des tas de gens, je rejoins peut-être Eric, qui n'en peuvent plus là. Mais quelle est la solution ? Je sais pas. On a un virus, un variant qui visiblement nous dit que c'est très contagieux, des hôpitaux qui sont à 125% d'occupation dans certains cas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Mais pas tous. Non, pas tous. Je crois que les hôpitaux, ils ne sont pas à ce niveau-là. Je crois que c'est de faire le gouvernement, c'est de changer à la marge. C'est pour ça que c'est le couvre-feu 20h, 18h. C'est un peu ça qu'ils essaient de faire. Même si la mesure n'est pas très efficace, d'après ce que mais c'est mieux que refaire un confinement qui là serait une catastrophe. Je sais pas. Non, mais c'est difficile. Il n'y a pas de solution miracle dans tous les pays. Enfin, Angleterre, Allemagne, Italie, c'est pas mieux en ce moment. Si vous regardez les gens. C'est mieux. Non, c'est mieux en termes de vaccination. En tout cas, ils font les choses comme il faut. Tout à fait. Mais ça, c'est la stratégie de vaccination qui était idiote. Oui, l'organisation surtout. Oui, Patricia. Ce que je pense en termes de confinement, en fait, on a eu 2 confinements qui ont été moyens. Si on avait fait 1 ou 2 confinements très stricts, je ne sais pas si ça n'aurait pas aidé à, en tout cas, pas éradiquer le virus, mais à ce qu'il y ait moins de contamination. Ces confinements de l'à peu près, je crois, ont été néfastes. Et s'il doit y avoir un dernier confinement, et je souhaite que ce ne soit que le dernier, il faut qu'il soit extrêmement strict. Et je pense que beaucoup de jeunes en ont assez. Et effectivement, ils ne supportent plus cette vie. Ils ont envie de sortir, ils ont envie de boire des verres avec leurs copains, ils ont envie d'être libres. Dans ce cas-là, qu'il y ait un vrai confinement de 3 semaines extrêmement sévère pour qu'après il y ait une liberté, mais une vraie liberté. Voilà mon opinion personnelle. Moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est grâce au confinement. Je pense que c'est grâce au confinement à la française, c'est-à-dire que les gens ont supporté, plutôt relâché, qu'aujourd'hui
qu'aujourd'hui, nous avons une situation moins dramatique qu'en Allemagne. Je pense qu'il y a une forme d'immunité collective qui a commencé à se développer et que globalement, si aujourd'hui on passe entre les gouttes, c'est certainement pas grâce à l'ordre, c'est grâce à notre désordre. Et que c'est cette espèce de demi-mesure permanente qu'il y a dans ce pays qui permet finalement d'éviter une situation dramatique. Oui, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr qu'on arrive à l'immunité collective et qu'on est passé entre les gouttes, parce que moi, je ne suis pas du tout un expert, mais j'écoute différents intervenants et des médecins disent que ce qui arrive avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec une nouvelle souche, on va arriver vers un taux de contamination important. C'est comment on fait pour le ralentir et pas y arriver rapidement. Absolument. C'est ça la question. Après, moi, je n'ai pas de solution non plus miracle, mais je pense que si on va arriver à des mesures qui permettent de sortir définitivement de cette situation et qui sont acceptées par toutes et tous, il faut qu'elles passent par aussi qu'elles soient partagées par les forces politiques, par les associations, par les organisations progressistes. Et aujourd'hui, on a un État qui dirige seul derrière son conseil de défense qui est antidémocratique au possible. Et on est pendu à la parole présidentielle toutes les 48 heures pour savoir ce qui va se passer. Donc forcément, l'assimilation et l'acceptation par les gens, elle est difficile. Ouais. François, un mot de conclusion ? La seule solution, moi je crois, c'est le vaccin. Donc tous les hommes politiques qui disent qu'ils ne savent pas s'ils se font vacciner, qui n'ont pas confiance, c'est dramatique. Ouais. Alors ils sont un peu plus en sourdine, hein, mais. Samia Ghali hier. Ouais. Quand même, mairie de Marseille qui dit qu'il faut se vacciner à Marseille, et moi je ne me vaccine pas. François, quand on a vu les derniers sondages, alors évidemment il y a eu un bond en avant, c'est-à-dire que 40% des Français voulaient se faire vacciner, donc s'il y en avait 60 qui ne voulaient pas, aujourd'hui c'est 50, mais la question, où sont les vaccins ? Il y a des maires qui ont organisé des endroits pour vacciner les gens et ils n'ont pas les vaccins. Je suis d'accord, mais c'est deux choses différentes. Bon, merci à vous, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À demain.